Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les 8 premiers des 12 points de l'esprit. Premièrement, nous n'avons pas un, mais 2 esprits ou logiciels de conscience. Deuxièmement, le mental analytique ou logiciel de pensée ordinaire. Troisièmement, la conscience synthétique ou logiciel de pensée supérieure. Quatrièmement, la dimension physique de l'esprit et de la pensée. Cinquièmement, esprit et pensée donc, sont faits d'énergie-matière. Sixièmement, la nature d'énergie vibratoire de l'au-delà. Septièmement, la réincarnation. Huitièmement, le revécu de la vie. Nous voyons maintenant la programmation de la vie. La pensée dominante croit que notre monde est abandonné au hasard et à la nécessité, selon l'expression du biologiste Jacques Monod. L'idée que nous soyons programmés est très difficile à admettre, tant nous sommes persuadés d'avoir un plein libre arbitre. Alors, cette vidéo est divisée en 4 parties. La remise en cause de la réalité de notre libre arbitre. Deuxièmement, l'organisation de la programmation. Troisièmement, le vecteur de la programmation. Et quatrièmement, les délais entre l'acte générateur et ses conséquences. Une expérience de neurosciences réalisée par le docteur John Dylan Haynes remet en cause la réalité de notre libre arbitre. À Berlin, John Dylan Haynes cherche la signature cérébrale de notre libre arbitre. Nous avions déjà démontré que nous pouvions prédire les intentions de quelqu'un à partir de son activité cérébrale. Mais la grande question était, pouvons-nous dire à l'avance quelle décision une personne prendra dans le futur? Serait-il possible, grâce à un scanner, de prédire les choix d'une personne avant même qu'elle ait la sensation d'avoir pris sa décision? C'est une expérience très simple. Ils ont 2 boutons, un à gauche, un à droite. Et on leur demande de décider librement s'ils veulent presser sur le bouton droit ou gauche. C'est le libre choix. Pour être sûr de tester une situation totalement libre, le chercheur propose une alternative extrêmement limitée. La personne appuie sur des boutons qui ne déclenchent rien. Et elle dispose d'autant de temps qu'elle le souhaite pour se décider. La signature cérébrale de cette décision sans aucune conséquence est stupéfiante. Il s'est avéré que nous pouvons prédire le choix d'une personne à partir de son activité cérébrale jusqu'à 7 secondes avant qu'elle n'ait eu l'impression d'avoir pris sa décision. 7 secondes, un temps incroyablement long. Dans le cerveau des personnes testées, nous avons trouvé 2 régions à partir desquelles nous pouvons prédire leurs décisions. En regardant les voxels, ce sont des petits volumes qui ressemblent à des morceaux de sucre. On voit que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton gauche et que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton droit. Donc, le décryptage du signal de l'IRM nous dit quelle décision vous allez prendre. Et dans ce cas, la conscience n'a aucune influence causale sur ce qui se passe. Il se peut qu'elle garde l'événement en mémoire ou qu'elle ne serve qu'à vous informer. Bien sûr, cette expérience ne teste qu'une minuscule décision sans aucun enjeu. Mais qu'en est-il de nos décisions plus complexes ? Sont-elles issues d'une somme de petites décisions prises dans le secret de nos connexions neuronales? Ou bien existe-t-il un moi, conscient, capable d'influencer nos mécanismes inconscients? Si par libre arbitre, on entend l'affirmation naïve que nous pouvons prendre une décision indépendamment de notre cerveau,
alors les recherches actuelles sont assez claires sur le fait qu'il n'existe pas de libre arbitre. Après cette remise en cause de la réalité de notre libre arbitre, voyons quelle est l'organisation de cette programmation. Les programmations individuelles s'inscrivent dans une programmation collective de l'humanité, laquelle est aussi partie de la programmation de l'univers en son ensemble. Nos programmations sont décidées avant l'incarnation par notre logiciel supérieur, la conscience synthétique. Celle-ci, que nous avons déjà évoquée, est bien connue sous d'autres noms, celui d'inconscient, d'intuition. Souvenons-nous aussi de cette expression « la nuit porte conseil ». Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que durant le sommeil, le logiciel de conscience ordinaire se trouve en quelque sorte endormi, ce qui laisse le logiciel supérieur s'exprimer et nous apporter les solutions que nous recherchons. S'endormir avec une question, se réveiller avec la solution. Nos programmations sont la conséquence directe de nos actes passés et de nos objectifs de développement. La manière dont sont organisées les programmations nous apparaît au travers de témoignages de personnes qui ont expérimenté des situations proches de la mort. Elle était plus brillante que tous les êtres spirituels qui m'entouraient, et de ce fait, elle avait un rôle très important. Elle se tint devant moi, leva les bras de cette manière, et soudain je fus immergé dans une réalité virtuelle où défilait mon futur. Je me vis assis dans une bibliothèque. Je sus que je devrais passer beaucoup de temps dans les collèges et les universités, que j'écrirais et que je ferais des recherches. On m'a dit que j'écrirais un livre, et le livre devint celui-ci, Fast Land to Heaven. On me dit que ce livre deviendrait une source d'inspiration pour la quête de la vraie nature spirituelle. Je me vis debout sur l'estrade d'un auditorium. Je regardais le public qui était composé de médecins et de chercheurs. Je vis les médecins avec leur nom inscrit sur le badge de leur veste. Ils étaient assis à un pupitre et prenaient des notes. Je ne pouvais pas comprendre comment ces médecins pouvaient être intéressés par ce que leur racontait un propriétaire de boîte de nuit. Après, on va montrer le plan de vie que je m'étais fait. C'est-à-dire que j'ai eu accès à moi lorsque j'étais de l'autre côté, que je n'étais pas encore né. Et en fait, normalement, je ne devais pas revenir sur Terre. Je ne devais pas reprendre vie parce que j'avais eu tellement d'expériences dans beaucoup d'autres vies où je me sentais capable de ne plus revenir. Et à ce moment-là, on en parle à son guide, qui lui va nous suivre sur Terre après. On discute ensemble du plan de vie qu'on établit pour pouvoir évoluer sur Terre, ou sur notre planète, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a établi ce plan de vie, on va passer devant le grand conseil. C'est un conseil de sages qui, lui, va nous dire si notre plan de vie tient la route ou pas. Il ne va surtout pas nous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Non, il nous conseille. C'était très étrange. Ce nouveau-né était allongé sur une table. Il ne bougeait pas. Et je me suis demandé s'il était mort lui aussi. Et au moment où j'ai voulu m'éloigner, il s'est réveillé. Et il s'est mis à hurler d'un cri, mais désespéré. C'était un cri qui a pénétré mon âme au plus profond. Après avoir ressenti tant de joie, je ressentais maintenant une profonde douleur. On m'a offert un aperçu de sa vie à lui aussi. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Il avait besoin de sa mère et sa mère c'était moi. J'ai réalisé que son âme et la mienne étaient venues ensemble pour accomplir une tâche. C'est pourquoi partir maintenant était une erreur. Mais j'étais très confuse. Je ne comprenais pas ni le sens de tout ça, ni où j'étais.
Elle m'a communiqué la raison pour laquelle il serait préférable pour moi de retourner sur Terre dans mon corps. Parce que, en vérité, en tant que corps spirituel, j'avais pris la décision d'aller dans ce corps et que désormais, si je préfère rester de l'autre côté, il me faudrait renaître à nouveau dans un corps pour vivre des situations que j'avais prévues pour moi-même, planifiées pour moi-même. Elle a bien dit pour moi-même. Le troisième point est le vecteur des programmations. Tout dans l'univers a une matérialité d'énergie. Ainsi, les programmations sont sous-tendues par des énergies antérieurement émises. Il y a donc un lien de causalité, pensée, conséquence. En fait, la programmation, c'est de la physique. On peut faire un parallèle entre les rapports de causalité microbe-maladie et pensée-conséquence. Durant des millénaires, ignorant l'existence des microbes, l'homme voyait dans les maladies des punitions divines, l'effet du mauvais œil. Bon. Nous savons désormais que les maladies sont générées par des microbes. En revanche, l'homme ignore toujours que ces pensées sont des énergies qui perdurent après avoir été émises et engendrent des conséquences dont il n'a pas la moindre idée. Ainsi, les pensées négatives sont en quelque sorte comme des virus, et une fois émises, elles se propagent et communiquent leurs effets négatifs. Par exemple, la violence contre les animaux engendre la violence contre les humains. C'est ce qu'évoquait Tolstoï en écrivant « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des guerres ». Les guerres sont programmées. J'ai réalisé 2 vidéos sur le sujet, une sur une perception de la Première Guerre mondiale de Carl Gustav Jung et une seconde perception de la Seconde Guerre mondiale par une religieuse, Mère Yvonne Aimée de Malestroit. Quatrièmement, ce sont les délais qui peuvent s'écouler entre l'acte générateur et ses conséquences. Le temps qui peut s'écouler entre un acte générateur et ses conséquences est très variable. Il peut s'agir de siècles, mais peut-être simplement d'années ou de mois entre l'acte générateur et ses conséquences. Ça signifie que ce n'est pas seulement dans les vies futures, mais dans la vie présente que les conséquences peuvent se manifester. Il y a peu de témoignages disponibles. Je vais citer celui de l'actrice Shirley MacLaine qui évoque dans un de ses livres le lien karmique qu'elle avait avec son ex-mari. Dans une vie antérieure en Russie, elle faisait partie de l'aristocratie et celui qui allait devenir son mari de cette vie était un moujik misérable qui lui avait demandé en vain de l'aider. Elle écrit « L'expérience la plus révélatrice est celle avec l'homme du village. L'homme qui avait juré de se venger de moi est mon ex-mari, Steve Parker. Pendant notre mariage, il avait éprouvé le besoin de me soutirer d'importantes sommes d'argent et au moment de notre divorce, il avait cru bon d'exiger des montants encore plus importants. Prendre conscience de la réalité de nos programmations est fondamental, tant pour notre vie personnelle que celle de l'entreprise, que celle de la société tout entière. Nombre de gens se plaignent de l'injustice, mais sans comprendre que les situations qu'ils attribuent au mauvais sort ou à l'injustice sont en fait résultats de leurs propres choix, lesquels ont été conditionnés et engendrés par les actes de leur propre vie antérieure. Sortons de l'illusion et regardons les choses en face.